Moi, j'ai voulu regarder la réalité en face. C'est cela, oui. Je n'ai jamais eu de compte à l'étranger, ni maintenant, ni avant. Ta gueule! Je ne voulais pas qu'on prenne une photo de moi au petit matin, glauque. Je tiens à dire que c'est un mensonge. Les sbroufs, c'est vous! Du calme, camarade! La République, c'est la fermeté dans l'application de la loi. J'hallucine. Mais je sais pas pourquoi tu t'énerves. C'est que les affaires privées se traitent en privé. Je vais vous faire une confidence. Je me lève le matin et je me couche le soir. Tu fermes ta petite bouche, tu me parles de politique. Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Hebdo Politique. Ce soir, nous sommes avec Christine Boutin, conseillère départementale des Yvelines, également auteur du livre Les insolences de Christine Boutin, qui vient de sortir. L'Hebdo Politique, Nicolas Kirillovitz. Christine Boutin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes née le 6 février 1944, vous avez donc 72 ans, vous avez une longue carrière politique derrière vous. Maire d'Auffargis, ou d'Auffargis D'Auffargis, députée des Yvelines, ministre du Logement et de la Ville, ex-président du Parti chrétien-démocrate. Votre mandat le plus long, c'est celui de conseillère départementale du canton de Rambouillet, puisque vous siégez depuis mars 1982 au département. Ça fait donc 34 ans que vous êtes élu. Vous avez annoncé lors du dernier scrutin d'ailleurs que vous passeriez la main à votre suppléante Clarisse Desmonts, conseillère municipale à Rambouillet, et j'ajouterai également que vous êtes connue ces dernières années pour votre combat contre le mariage pour tous. Ensemble, nous évoquerons votre actualité, l'actualité nationale et dans un second temps également l'actualité du département. L'Hebdo Politique, le Money Time. Mais on commence avec le Money Time, une série de questions-réponses rapides pour avoir votre point de vue sur l'actualité. La présidentielle aux États-Unis, vous sentez-vous plus proche des idées défendues par Hillary Clinton ou Donald Trump? Ce sont les deux favoris dans les sondages aujourd'hui. Oui, écoutez, a priori plutôt du côté des républicains que des démocrates, mais franchement, je ne suis pas enthousiasmée par M. Trump. Il vous fait peur un petit peu dans ses prises de position? Je trouve que Mme Clinton ne me plaît pas non plus, enfin, elle ne m'encourage pas du tout, et je vois plutôt là un signe de la décadence de la vie politique française, américaine. Et française aussi? Et française aussi, on en reparlera sans doute tout à l'heure. Le 18 mars aura lieu la journée du sommeil. Les Français dorment en moyenne 6h48. Vous êtes plutôt couche-tôt, couche-tard? Est-ce que vous dormez beaucoup? Non, je dors moins, beaucoup moins, c'est une question d'âge, mais je dors à peu près 6 heures par nuit. Oui. Face à la menace terroriste, faut-il armer les vigiles, comme le suggère le ministre de l'Intérieur? Ce serait une bonne mesure. On passe d'un sujet à l'autre, vous avez vu dans le Money Time. Je crois que c'est plus fait pour rassurer l'opinion qu'une efficacité véritablement vis-à-vis des terroristes. Alors j'ajouterais qu'aujourd'hui, seuls les vigiles affectés à des sites sensibles sont concernés, ou seraient concernés plutôt. Selon un sondage Odoxa, 2 tiers des Français ont une mauvaise opinion des organisations syndicales. Comment vous expliquez ce rapport aux syndicats des Français ? Je crois que ça ne fait pas partie de notre culture. Vous savez, nous sommes très individualistes et redonner, c'est du reste un peu vrai pour les politiques, redonner un mandat par rapport à d'autres, nous n'aimons pas beaucoup cela. Quel est le dernier film que vous êtes allé voir au cinéma, si vous avez le temps d'aller au cinéma? Je suis allée voir Les Innocentes. Ça vous a plu? C'est un beau film, c'est un très beau film. Le ministère de la Famille est devenu le ministère des familles pour mieux refléter la diversité des modèles familiaux selon François Hollande. Démagogie ou nécessité aujourd'hui, en 2016? C'est plus de la démagogie, mais c'est surtout grave parce que ça fractionne encore plus notre pays. La famille, elle englobait toutes les familles. Et là, au contraire, on individualise et on fractionne une fois de plus la société, ce qui est tout à fait dommage. La famille, c'est universel. On rappelle que la ministre des Familles, de l'Enfance et des Droits des Femmes, c'est Laurence Rossignol. 2 autres questions pour terminer. Le groupe immobilier Century 21 a posté une annonce d'emploi pour un couple de gardiens en précisant que la femme gagnerait moins que l'homme pour le même métier, 1 400 € au lieu de 1 600 €. Comment vous jugez une telle pratique ? Je ne connaissais pas cette annonce. Alors l'annonce a été finalement retirée, c'était dans un premier temps face au... Oui, c'est surprenant. Est-ce que c'est un couple qui vivait, qui tous les deux... Alors c'était pour un couple de gardiens, donc forcément des gens qui sont ensemble. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, ça peut peut-être se justifier dans la mesure où ils étaient gardiens tous les deux sur un même poste. C'est-à-dire qu'ils bénéficiaient d'un logement... ça peut s'expliquer, mais que ce
soit pour la femme ou que ce soit pour l'homme, là c'est surtout l'idée sous-jacente, c'est aussi l'inégalité des salaires face au même métier. Oui, c'est ça. Mais enfin, peut-être que le travail d'un gardien en couple est différent pour l'un et l'autre. Il est possible que, pour ne pas faire du machisme, je dirais la femme ira sortir les poubelles et l'homme ira passer l'aspirateur dans les couloirs. Donc peut-être que c'est pas exactement le même travail. Dernière question, l'an dernier, la région francilienne a déposé plus de 7000 brevets. C'est la championne d'Europe dans le domaine. Est-ce que c'est une donnée qui vous étonne, qui vous surprend? On n'a pas l'habitude de ça en France. On a plutôt... Oui, parce qu'on a toujours un regard négatif sur voilà, c'est ça aussi. Ouais. Mais en fait, je ne suis pas surprise parce que la France, et ceci en est un témoignage, est un pays de productivité, d'inventivité, de créativité. Et nous regardons toujours du mauvais côté, à toujours battre notre coulpe, alors que nous avons des tas de potentialités dans notre pays. L'hebdo politique, Nicolas Kirillovitz. Premier thème de cet hebdo politique, on va évoquer votre actualité, l'actualité du pays également. Mais on commence par vous. Vous avez fait récemment la une pour avoir publié un livre, Les insolences de Christine Boutin aux éditions Jacques-Marie Lafon. C'est un recueil de caricatures qu'on voit juste là et qui vous concerne. Pourquoi vous avez décidé de sortir ce livre il y a peu de temps maintenant? Écoutez, en fait, c'est mon éditeur qui est venu me voir et qui m'a dit je voudrais lancer une collection nouvelle sur les insolences d'eux. Et il m'a dit avoir pensé à moi parce que je suis une femme politique connue, très connue, mais qui a été caricaturée à outrance. Et je suis sans doute, en tous les cas, c'est ce qu'il m'a dit, une des personnalités les plus caricaturées. Vous comprenez ça d'ailleurs, le fait d'avoir toujours été plus ou moins moqué, destiné? Je pense que justement ce livre m'a aidé à y réfléchir. Pour quelle raison? En fait, pour moi, la raison, c'est que depuis plus de 30 ans que je suis dans la vie politique française, une femme libre et de conviction, j'ai jamais été dans la pensée unique ou dans la bien-pensance de ma génération. Et je pense que le fait de ne pas être dans cette pensée unique a suscité des caricatures. De plus, je suis une femme passionnée, donc je dis tout avec grande énergie. Donc je pense que ça a suscité cela. Mais si vous voulez, ces caricatures, il y en a vraiment, c'était un nombre infini. Vous avez dû faire un choix, c'était cornélien? Ah oui. Non, ça n'a pas été cornélien parce qu'il y en a tellement qui sont tellement épouvantables que ce n'était même pas respectueux pour les lecteurs. Mais je suis sûre que je ne les connais pas toutes du reste, hein, mais il y en a qui sont vraiment horribles. Donc là, on retrouve quel type de caricature là-dedans? Plutôt des choses qui sont, on va dire, drôles, qui vont faire sourire les gens? Vous savez, une caricature, ça fait toujours sourire quand on n'est pas concerné soi-même. Ça fait toujours rire. Et je trouve que dans la caricature, il y a quelque chose de positif parce que ça fait sortir quand même un trait du caractère ou du physique de la personne. Alors, c'est pas toujours agréable pour celle qui se regarde, mais pour l'autre, c'est toujours risible. Et ça fait découvrir un petit peu. Et vous, généralement, vous étiez plutôt du genre à vous vexer avec toutes ces caricatures? Non, parce que non, mais blessé, oui, pour certaines d'entre elles. Non, parce qu'en fait, quand on est une femme politique, on est naturellement exposé à la vindicte, et donc ça faisait partie du jeu. Mais je l'explique aussi dans mon livre. Si vous voulez, ça touche aussi à la vie privée. Parce que moi, quand on me caricature, c'est mon risque. Mon mari, mes enfants, mes belles-sœurs, mes beaux-frères, mes neveux, mes nièces, etc., ça, c'est quand même beaucoup plus difficile à vivre pour eux, même si pour certains d'entre eux, nous n'étions pas d'accord, nous n'avions pas les mêmes convictions, puisque j'ai la chance d'avoir une famille qui est très universelle quant au choix. Ce livre-là, si on vous l'avait proposé de le sortir il y a 10 ou 15 ans, est-ce que vous auriez dit oui? Ou alors c'est... Mais écoutez, il y a 15 ans moins, parce qu'on ne me l'aurait pas proposé, parce que j'avais moins de caricatures. En fait, j'ai eu beaucoup de caricatures à partir du moment où je me suis opposée au Pax, c'est-à-dire au moment où je suis sortie de l'anonymat de la vie politique. Et du reste, j'ai craint qu'il y ait beaucoup de caricatures uniquement sur le problème touchant aux personnes homosexuelles. Et en réalité, ça m'a fait plaisir parce qu'il y a beaucoup d'autres sujets sur lesquels je suis caricaturée. Quels sont les sujets sur lesquels on vous dessine le plus, on vous moque le plus?
Oh bah, c'est naturellement sur le mariage pour tous, oui. sur le pacte, sur les personnes homosexuelles, sur la famille, bien sûr là-dessus, mais sur mes choix politiques, sur des choses fausses du reste, par exemple mes relations avec le Front National. Du reste, je l'ai pris le dessin où on me voit avec Marine Le Pen dans mes bras, alors que j'ai toujours combattu le Front National et qu'il m'a toujours combattu, et je le dis très clairement dans ce livre aussi. Mais voilà, ça permet aussi ce livre. Moi, je suis très heureuse de l'avoir écrit, ce livre. Est-ce que c'est aussi une façon de dire que vous avez changé, ou en tout cas avec l'âge, on s'assagit et on peut peut-être plus rire de certaines choses qu'avant, on passe l'éponge un peu là-dessus, on passe à autre chose? Est-ce que je me suis assagie? Non, je ne crois pas, parce que malheureusement ou heureusement, moi je trouve que c'est heureusement, je n'ai pas changé de conviction. Ce n'est pas que je suis bornée, mais c'est qu'il y a des choses qui sont... J'ai eu la chance de choisir dans la vie politique des questions de fond. Alors, c'est assez binaire, les questions de fond. Quand il s'agit de définir le taux de la taxe de la TVA, par exemple, on peut en discuter à l'infini. Quand il s'agit du respect de la vie, soit on est en vie, soit on est mort. C'est beaucoup plus basique, si vous voulez. Et donc, mes convictions, je n'ai pas changé. Et du reste, on m'en veut beaucoup, parce que je suis une des rares femmes politiques à n'avoir pas changé de position sur l'avortement, sur la fin de vie, sur la famille, parce que ce sont des éléments fondamentaux de la construction de la société. Sur bien d'autres sujets, j'ai pu changer d'avis, bien sûr. Mais par contre, vous voyez, ce qui est assez curieux, c'est que j'ai eu aussi des propositions tout à fait innovantes sur la répartition de la richesse, avec la proposition de créer un revenu d'existence. Je l'ai proposé en 2003 à M. Raffarin, complètement tombé là, on l'oublie, et c'est une actualité d'aujourd'hui. C'est-à-dire le fait de répartir la richesse d'une autre façon, qui répondrait beaucoup au problème du travail aujourd'hui, et du droit du travail, et de la répartition de l'assurance pour chacun de jamais tomber dans la pauvreté. On va en parler de oui. ces sujets. Juste pour une dernière question sur votre livre, est-ce que c'est une façon d'amorcer aussi un retour en politique ou un retrait? Ah non, c'est pas Souvent, du tout. Souvent on sort un livre dans un tournant de sa Mais... vie politique, on peut sortir un livre quand on veut se déclarer candidat à la primaire. Oui, c'est ça. Ou autre. Pas pour vous? Non, pas pour moi. Si vous voulez, c'est un livre politique, parce que je traite de sujets politiques, et je suis une femme politique. Mais ce n'est pas un livre politique comme habituellement. C'est-à-dire qu'effectivement, en général, quand un homme politique ou une femme politique sort un bouquin, c'est pour proposer à ses électeurs son élection prochaine. Moi, c'est pas du tout ça. Moi, j'ai passé la main. Je ne dis pas que je sois en dehors de la vie politique, parce que j'y joue un rôle encore important d'influence. Mais vous êtes un peu moins mais je ne suis plus en opérationnel. Je ne suis plus en opérationnel. Je crois qu'il faut savoir passer la main. Vous avez dit, j'ai 72 ans, j'assume parfaitement mon âge, mais je crois que ce que je peux apporter aujourd'hui, c'est plutôt mon expérience et laisser la place aux jeunes. Et c'est pour ça que j'ai laissé ma place à M. Poisson et que je laisserai ma place à Clarisse Demont pendant ces 6 ans. Transaction toute trouvée, vous n'êtes plus présidente du Parti chrétien-démocrate depuis 2 ans et demi maintenant, c'était à l'été 2013. Comment se porte aujourd'hui le Parti chrétien-démocrate? Depuis que ce n'est plus vous la présidente, il se porte mieux, c'est pareil, c'est moins bien. Le nombre d'adhérents, par exemple, vous connaissez? Non, je le connais pas. Honnêtement, je le connais pas par cœur. Je ne sais pas. Je vois ça d'un petit peu plus loin. Je suis en veille. Moi, je regarde, voilà. Mais le Parti chrétien, sage. Voilà, un petit peu ça. Est-ce que Christine Boutin peut être une sage? Ça, je ne sais pas. mais oui, c'est en tous les cas l'état d'esprit. Le Parti chrétien-démocrate vit bien et il aura un candidat à la primaire par la présidentielle. Et ce sera Jean-Frédéric Poisson. Jean-Frédéric Poisson, le président depuis 2 ans et demi, il est peut-être moins charismatique que vous, moins médiatique. Est-ce que c'est un avantage, un désavantage aujourd'hui? On connaît peut-être moins le PCD que quand c'était vous la présidente. Je pense que oui, pour l'instant, mais M. Poisson est un garçon d'exception. Vous allez le découvrir au fur et à mesure des années qui vont passer. Et vous savez, moi, j'ai commencé à sortir un peu de l'anonymat politique 10 ans après ma première élection à la députation. Il faut du temps pour que les choses se fassent. Donc, effectivement, c'est pas forcément aussi l'objectif d'un homme politique ou d'une femme politique de faire oui, mais quand
quand on a envie, ce qui est le cas de M. Poisson, ce qui était aussi mon envie, c'est-à-dire de proposer un nouveau projet de société à nos concitoyens, il faut être connu. Parce que si on n'est pas connu, on a un gros handicap. Même vous, les médias, vous avez plus tendance à donner la parole à M. Juppé, M. Fillon, etc. Madame Boutin. Madame Boutin, maintenant, plutôt qu'à M. Poisson, qui est moins connu. Mais il a un projet magnifique pour la France, et je pense qu'il peut avoir de très très bons résultats. On va tout de suite évoquer son projet. Juste une question sur le fait que vous ayez quitté la présidence quelques semaines après le mariage pour tous, que le mariage pour tous soit rentré dans la loi française. Près de 3 ans après maintenant, est-ce que le combat continue pour vous et pour le Parti chrétien-démocrate concrètement ? Bien sûr qu'il continue. Et comment il continue 3 ans plus tard ? Il continue parce que nous sommes convaincus, mais il n'y a pas que le PCD, il n'y a pas que Christine Boutin, mais il y a beaucoup de Français. Vous savez, le million, même 2 millions, si on cumule toutes les manifestations des mariages pour tous, de ces personnes qui sont venues de la France entière, qui ont aujourd'hui d'autres préoccupations que le mariage pour tous, n'ont pas oublié, n'ont pas du tout oublié. Est endormi et va se réveiller un jour. Ces convictions-là, elles sont toujours là. Et c'est la raison pour laquelle je pense que M. Sarkozy, qui jusqu'à présent n'avait pas pris position sur ce mariage pour tous, que personnellement, j'ai l'honneur d'avoir empêché de faire un certain nombre d'erreurs sur ce sujet. Je ne suis plus auprès de lui. Il a cru bon d'écrire dans son bouquin qu'il ne reviendra pas sur la loi Taubira. Je pense que M. Sarkozy a perdu. Est-ce que vous pensez qu'un jour, un homme politique reviendra sur cette loi ? Bien sûr. C'est évident, c'est une certitude. Ça mettra le temps. Alors on me dit souvent, mais vous voyez bien que 3 ans plus tard... C'est pas la marche de l'histoire. Ça n'a rien changé. Ça ne va pas dans le sens de l'histoire, en tout cas, revenir sur cette loi. Mais bien sûr que si, ça va dans le sens de l'histoire. Parce que la réalité, ce n'est pas les personnes homosexuelles qui sont en cause dans cette affaire. C'est les générations à venir. Le mariage pour tous, par la filiation qu'il entraîne, construira une société où les hommes et les femmes n'auront plus de repères biologiques. Or, on sait très bien combien nous avons tous, malgré nos histoires familiales, qu'elles soient belles ou qu'elles soient douloureuses, nous avons tous besoin de retrouver nos origines biologiques. Or, le mariage pour tous, ce n'est pas les personnes homosexuelles qui sont en jeu, ce sont leurs enfants, qui vont être créés sans repère biologique. Et cette société-là, monsieur, elle ne pourra pas vivre. Alors ça sera peut-être Jean-Frédéric Poisson qui reviendra sur cette loi s'il est élu président de la République lui, en 2017. De toute façon, il est très clair. Lui, il s'est tout à fait engagé. Mais vous savez, nous sommes engagés dans la durée. On me dit souvent, mais vous voyez bien, 3 ans plus tard, il n'y a pas de dégâts, la civilisation ne s'est pas écrasée. Mais naturellement, c'est ridicule de faire... Vous visez à des décennies, des siècles pas des siècles, mais 25 ou 50 ans. Oui, 2 générations, oui, certainement. Je pense qu'on reviendra là-dessus. J'en suis, pour ma part, absolument convaincu. On se reverra peut-être d'ici 50 ans. Pas moi je serai parti. Je ne serai pas là. Jean-Frédéric Poisson est comme vous, élu du Sud-Yvelines, député de la 10e circonscription. Oui. Le Parti chrétien-démocrate, c'est finalement un peu le parti made in Yvelines. Il faut être des Yvelines pour avoir de l'importance au sein du parti ? Non, mais... C'est un pur hasard ? Non, mais nous n'avons qu'un seul député, donc il était absolument normal que ce soit M. Poisson qui prenne la présidence. D'autant M. Poisson, vous le savez, a été mon directeur de cabinet pendant 15 ans, presque 20 ans même, donc il était normal puisqu'il est le seul député. Mais c'est pas facile, vous savez, quand on n'est pas justement dans la pensée unique, de pouvoir se trouver une place. Les autres ne vous en laissent pas beaucoup. Parce qu'aujourd'hui... Vous avez du mal à vous implanter en dehors du... Ah non, au niveau de la plantation, on a de la plantation à peu près partout en France, même dans les dom-toms, sauf dans le sud-ouest, où c'est un petit peu plus compliqué. Mais sinon, nous avons des gens dans l'Est, dans Bretagne, dans le centre. Non, nous avons des représentants à peu près partout. Votre président aujourd'hui est surtout connu pour ses positions sur l'actualité internationale. Il a été en Syrie, il a rencontré Bachar el-Assad, il est pour un rapprochement avec la Russie, l'Iran. Est-ce que vous partagez ces positions-là sur la scène internationale ? Absolument. Moi, je suis allée en Iran il n'y a pas très longtemps, mais à un moment où il y avait encore le blocus, je ne sais plus, les pénalités. Toutes les sanctions internationales. Les sanctions internationales. Et j'ai été mise au pilori, c'était absolument scandaleux, etc. Bon, aujourd'hui, vous voyez le retournement de... Mais c'était certain, quand je suis allée là-bas, c'était absolument certain qu'il y aurait un accord, parce que les pénalités pour les Américains... De là, imaginez Bachar el-Assad revenir
dans le jeu diplomatique international, c'est autre chose. Oui, mais c'est autre chose, bien sûr. Mais aujourd'hui, moi, je vous dis aussi que la France, avec M. Hollande et M. Fabius, ministre des Affaires étrangères, ont fait une erreur de politique étrangère énorme. Et on le paie. Et les difficultés agricoles que nous connaissons aujourd'hui sont aussi une des conséquences des mauvaises relations de la France avec la Russie. Alors Jean-Frédéric Poisson, son actualité, c'est aussi la primaire de la droite et du centre. Il en est le candidat, une primaire qui se tiendra en novembre prochain pour élire le candidat de la droite et du centre, du coup, pour la présidentielle de 2017. Cette idée de primaire, vous, c'est une idée qui vous plaît initialement? Vous auriez aimé participer à cette primaire si elle avait été instaurée auparavant? Moi, je ne suis pas favorable à la primaire. Je pense que c'est une idée imbécile. La droite, encore une fois, a copié ce que faisait la gauche. On voit le résultat de la gauche. Du reste, qui nous a mis comme président le plus petit dénominateur commun. Tout le monde est d'accord pour dire que vraiment, c'est pas une réussite. Et qu'est-ce que nous faisons, nous, la droite? Toc, 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 nous courons derrière. Ça a été un succès populaire quand même à l'époque. Il y a beaucoup de gens qui sont déplacés que ce que disait la presse. Quel est le résultat de la France aujourd'hui? Au niveau de l'efficacité, de façon pragmatique, qu'est-ce que ça a donné comme résultat? Une France qui n'est pas gouvernée. Je ne veux pas accabler M. Hollande. Ça fait trop de chapelle, selon vous Il n'a pas besoin de ça. Non. Le problème de fond, pourquoi je ne suis pas favorable à la primaire? Je dénonce le fait que la droite, encore une fois, est courue derrière la gauche devant un modèle qui montre qu'il n'est pas bon. Mais sur le plan institutionnel, l'élection du président de la République en France se fait à 2 tours. C'était instauré avec la Ve République. Absolument. Eh bien, le premier tour, c'est la primaire. C'est pas compliqué. Il faudrait changer de république, changer d'institution pour éventuellement avoir des primaires dans ce cas-là. Vous vous rendez compte qu'on va faire une élection au président de la République à droite à 4 tours? Non, mais c'est de la folie totale. Les 2 tours, l'élection à 2 tours, ça suffisait. Le premier tour, on met toutes les diversités de sensibilité. Le peuple, au sens du souverain, choisit la sensibilité, et ensuite il n'y en a plus que 2, et on passe. Mais qu'est-ce que c'est que cette idée? Et en plus, le résultat, vous avez vu ce que ça a donné, le résultat? Même ceux qui ont voté Hollande le regrettent aujourd'hui. Vous dites d'ailleurs que les Républicains n'auront pas de candidat au second tour en 2017. Oui. Vous l'avez dit sur un plateau de BFM. Oui. Vous êtes sûr de ça? Vous savez, en politique, c'est toujours très difficile de... Qu'est-ce qui vous permet de dire ça aujourd'hui? C'est un sentiment que vous avez quand vous rencontrez les gens sur le terrain? Mais quelle est la crédibilité aujourd'hui des Républicains? Quel est celui qui va être élu? C'est le premier parti d'opposition. Oui, mais vous verrez en tout cas... Oui, mais il ne sera pas là, parce qu'il y a le Front National qui monte énormément, et je pense qu'il y aura un candidat de gauche, qui sera peut-être M. Hollande même. Je pense que ce sera peut-être M. Hollande. On aura un duel Hollande-Marine Le Pen. Oui, et donc M. Hollande sera... Qu'est-ce que vous feriez, vous, dans ce cas-là Moi, au deuxième tour, je m'abstiens. Dans ce cas-là, vous vous abstenez? De toute façon, au deuxième tour, je m'abstiendrai. Sauf si c'est Jean-Frédéric Poisson, alors. Sauf si c'est Jean-Frédéric Poisson, bien sûr. Vous pensez d'ailleurs qu'il a des chances d'être élu concrètement, honnêtement? Mais l'idée, pour l'instant, bien sûr que quand on se présente à une élection, c'est en espérant gagner. Et il y a toujours des surprises en politique. Et vous avez vu les derniers sondages qui disent que les Français attendent quelqu'un de nouveau. Il va peut-être y avoir une surprise. On ne sait pas laquelle, mais on se raccroche à une surprise. Je souhaite que M. Poisson soit une surprise. Mais de toute façon, ce qui est important, c'est de montrer un projet. Et puis on avance, ça ne se fait pas en claquant dans les doigts, vous savez, la politique et la mise en place d'un projet. Si c'est M. Poisson non, excusez-moi, je veux dire, si c'est pas M. Poisson, l'idée pour le Parti chrétien-démocrate, c'est de peser dans un futur gouvernement, de faire le plus de voix possible pour... L'objectif de M. Poisson, je n'ai pas parlé à sa place, et vous l'inviterez. J'imagine c'est une stratégie vous l'inviterez et vous répondra, mais je ne crois pas que son objectif soit de rentrer au gouvernement. Il n'a absolument pas besoin de ça, Jean-Frédéric Poisson, parce que c'est un excellent député qui est reconnu pour la qualité de son travail. Il travaille beaucoup, à la différence de beaucoup de députés. C'est un garçon qui a une grande capacité de travail, qui est respecté sur tous les bancs de l'Assemblée nationale, et il n'a absolument pas besoin de la primaire pour envisager un jour d'avoir une responsabilité ministérielle. C'est pas du tout ça, c'est un homme de conviction, et il va le proposer un nouveau projet à la France. Pour conclure sur cette première partie, et avant la pause musicale, je voudrais vous entendre sur le sujet qui fait la une de l'actualité en ce moment en France, le projet de réforme du Code du travail. C'est un projet très critiqué à gauche par les syndicats, les étudiants, soutenu par une partie de la droite. Vous avez pris récemment une position étonnante dans ce débat. Vous avez dit que cette réforme ne va pas assez loin.
Oui, absolument. Elle ne va pas assez loin. Si vous voulez, on est dans... Là aussi, vous êtes à contre-courant de ce qu'on peut entendre aujourd'hui. Oui, mais parce que, si vous voulez, on est quand même dans une... Là, il me faut un petit peu de temps pour vous expliquer, puisque je suis avec vous. Il est surprenant de voir un gouvernement de gauche proposer une loi libérale. C'est quand même... Et du reste, on peut comprendre qu'une partie de la gauche, sans parler de Mélenchon, etc., mais même les PS, si vous voulez, soient quand même complètement ahuris de voir ce texte qui leur arrive, qui est complètement à l'inverse des valeurs qu'ils ont toujours portées. Mais c'est un fait. La gauche propose une loi libérale. La droite, normalement, devrait suivre. Je ne sais pas, si on voit l'intérêt supérieur de notre pays, elle devrait suivre. Prise au piège, elle n'ose pas. Elle n'ose pas. Et pourquoi ? On ne sait pas. Mais donc au départ, moi j'étais assez favorable à cette loi. Mais quand je vois les blocages qu'il y a dans ce pays, je me rends compte à quel point les Français et les hommes politiques n'ont absolument pas compris l'évolution qui se passe dans le monde et pour la France. Tout le monde est en train de s'agripper au CDI. Mais le CDI, ça n'existe plus. Ou ça ne va plus exister dans très peu de temps. Aujourd'hui, avec tous les mouvements... Il faudrait un contrat unique, oui, beaucoup plus flexible. Il faut quelque chose de beaucoup plus flexible. Mais même, si vous voulez, quand vous voyez tous les start-up qui existent, vous qui êtes des jeunes, vous avez des initiatives. Nous sommes dans l'ère du partage. On n'est pas dans la consommation-production, on est dans la consommation-partage. Tout est en train de changer au niveau des concepts. Et c'est la raison pour laquelle je dis que, d'abord, il faut oser dire que le salariat, ce n'est pas le travail, où le travail n'est pas le salariat. L'activité, la richesse d'un pays, elle va bien au-delà du travail et du salariat. Toutes les activités qui existent par les hommes et les femmes sont productrices de richesse. Et ça, on continue, les politiques continuent encore à dire que c'est le travail doit être salarié. Mais non. C'est un débat du passé pour vous. Ah oui, complètement. Le CDI, les 35 heures. Mais oui, tout ça, c'est complètement out. C'est terminé. Et là encore, la France va encore prendre du retard. Et c'est vraiment, pour moi, très, très triste, à mon âge, de voir que les responsables, l'élite, n'a pas pris conscience de cette transformation pour aider le peuple à la comprendre. Vous le disiez, les Français non plus. On est en démocratie aujourd'hui. S'il y a imaginons des millions de personnes qui descendent dans la rue, on ne peut pas forcer la main aux gens. Ah bah écoutez, on l'a forcé pour le manif pour tous. Il n'y a pas eu d'état d'âme. Franchement, ça aussi, je trouve qu'il y a il y avait une majorité de Français, vous pensez, qui étaient contre je ne sais pas mais il n'y a pas une majorité de Français. À l'époque, quand on était dans les sondages, c'était très partagé. Et au niveau de la mobilisation de la population, elle était au moins aussi grande pour la manif pour tous qu'elle ne l'est aujourd'hui. Puisque d'après ce que j'ai entendu... alors là, c'est le début des mouvements. Peut-être que ça va prendre de l'ampleur. Peut-être. Mais vous savez, je ne m'en réjouis pas du tout. Je ne m'en réjouis pas du tout parce que qu'est-ce qui va se passer s'il y a une très grosse mobilisation ? Eh bien, soit le projet de loi va être édulcoré et va être vidé de son sens, soit le il va être gouvernement retiré. Passera, soit il va le retirer. Pourra passer et finalement comme le mariage pour tous. J'en suis pas sûr. Alors là, moi, je sens pas du tout que ça va passer. Hein. Surtout à quelques mois de la présidentielle. Oui, je pense que ça va plutôt être vidé de son sens ou retiré. Auquel cas, encore une fois, on va reculer par rapport aux réformes fondamentales j'ai entendu un observateur dire aujourd'hui, on a l'impression qu'en définitive, et je trouve ça terrible, et je ne m'y associe pas, mais qu'on puisse le penser, les Français, en définitive, préfèrent le chômage. Alors, c'est pas possible, ça. Que quelqu'un puisse dire cela, et pourtant, devant notre rejet de la réforme, on peut se poser la question si, en fait, on préfère pas le chômage. Christine Boutin, excusez-moi, on fait une pause quelques instants, et on se retrouve pour évoquer votre engagement local. L'hebdo politique, Nicolas Kirillovitz. De retour dans l'hebdo politique en compagnie de Christine Boutin, conseillère départementale, élue depuis 34 ans sur le canton de Rambouillet. 34 ans, c'est une vie. Votre canton, c'est votre passion, clairement ? Oui, enfin ce territoire est ma passion, oui, ça c'est sûr. Oui. Vous avez d'ailleurs grandi ici ou... Non, pas du tout. Non, nous sommes arrivés avec mon mari en 1973 dans les Yvelines, et donc j'ai été élue en 82. Non, je suis originaire du Berry, pas du tout. En tout cas, maintenant c'est votre... On est ici depuis 44 ans, 45 ans, voilà. En 34 ans, vous avez forcément mené de nombreux combats. Quel est celui qui vous rend, on va dire aujourd'hui, le plus fier ?
Souvent une question qu'on pose comme ça, un peu bêtement peut-être, mais... Écoutez, je crois... d'abord, j'aime beaucoup servir mes compatriotes. C'est une passion. Et je crois que j'ai pas une élection... Chaque élection est particulière. Elle ne se ressemble pas. Je les ai fait toutes. Les dossiers que vous avez portés, alors peut-être, est-ce qu'il y en a un qui vous a marqué, qui vous rend fier ? Non, mais je voudrais répondre à votre question. Je pense que ce dont je suis plus fière et plus joyeuse, c'est d'avoir été réélue continuellement. Ça, malgré ou en raison de mes convictions. Souvent, oui, peut-être en raison d'ailleurs. Oui, je ne sais pas. Mais souvent, croire que si, puisque sinon vous n'auriez pas été réélu. Ben oui, mais bien sûr. Mais souvent, vos collègues me posent la question en me disant mais comment vous avez été élu ? Ben, je leur dis, vous savez, je n'avais pas une circonscription qui était découpée pour mes convictions, pas du tout. Et ça, voilà, ça c'est ma joie et c'est ma fierté, c'est d'avoir... parce que quand même, l'élection, la réélection, c'est la reconnaissance d'un travail qui est fait. Alors, quel est le dossier qui m'a le plus plu ? Ils m'ont tous plu, à la fois ceux du terrain, ceux les nationaux. A contrario, est-ce que vous avez peut-être un regret depuis le début de votre carrière politique, un projet que vous n'avez pas pu porter? Alors, on ne va pas évoquer le mariage pour tous, évidemment. Non, mais il y en a des tas. Il y a des tas de dossiers. Vous savez... Vous sortirez peut-être un autre livre pour en parler? Non, je crois pas. Non, mais quand on arrive à mon âge et qu'on a l'expérience que j'ai, on s'aperçoit que même dans les plus hautes fonctions, le pouvoir est une chose vaine. Voilà. Vous entendez quoi par là? Expliquez-nous un peu ce... On s'imagine toujours avoir beaucoup de pouvoir et en réalité on en a très peu. On en a très peu, pour différentes raisons. Et tant mieux quelque part. Oui, tant mieux. Mais voilà, on est... Vous savez, bon, moi je suis catholique et on est petits, quoi. Nous sommes tous des petits. Voilà. Vous avez annoncé lors de la dernière campagne pour les élections départementales, on l'a dit, que vous céderiez votre place à votre suppléante, Clarisse Démon. C'est toujours d'actualité. Absolument. Est-ce qu'il y a un calendrier de fixé? Absolument. Ou alors c'est en fonction des aléas En fait, je n'avais pas l'intention de me représenter puisque pour moi c'était terminé, mon âge aidant. Et puis en fait, Pierre Bédier m'a demandé de me représenter. J'étais assez surprise du reste qu'il me fasse cette proposition. Il avait peur de quoi? De l'ancrage du Front National de plus en plus importante? Sans doute, et en réalité, il avait raison, parce que... au premier tour, ça a été serré, au second tour, vous avez gagné largement, mais au premier tour, c'était très serré. Au premier tour, 4 points. Ouais. 4 points d'écart avec le Front National, et c'est la première fois depuis 30 ans que ça m'arrive d'un faire pareil. Donc si c'était pas vous et votre policier, vous pensez que... Je pense que si vous voulez, les 4 points sont dus à ma notoriété. Donc c'était vraiment ric-rac. Donc c'est vrai que j'ai permis à M. Bédier d'avoir le grand chelem. Voilà. Et je pense qu'il y a 42 conseillers départementaux à droite au sein du conseil départemental, on le rappelle. Absolument. Et donc, alors que ici, ça aurait pu... Ce qui est inouï. Et je peux vous dire, alors ça aurait été ma grande déception. C'est de quitter et que mon territoire... passe au Front National. Mais enfin, comment est-ce possible? Et c'est vrai que comment est-ce possible? On se pose toujours la question. Est-ce que vous avez une responsabilité, du coup, vu que c'est vous qui êtes conseillère départementale depuis maintenant plus de 30 ans, est-ce que vous estimez aussi avoir votre part de responsabilité Sans doute, on en a toujours une part de toute façon de responsabilité, mais je pense que c'est plus une affaire nationale. Je pense qu'il y a... Parce que si vous voulez... Vous qui êtes Yvelinois, quand même dans le sud d'Yvelines, nous n'avons pas les mêmes problématiques que dans le nord. Et que dans nos communes rurales, il y ait des scores à 24, 25, 30% pour le Front National. Ce qui n'est pas le cas dans les parties les plus urbanisées. Non, mais bien sûr. On se pose quand même la question, pourquoi alors qu'il fait bon vivre dans nos régions, dans notre sud Yvelines, tout le monde est heureux de son environnement. Et on ne peut pas dire qu'au niveau de la sécurité, bien sûr, il y a des problèmes de sécurité. Et je remercie les autorités de police et de gendarmerie pour tout le travail qu'elles font. Mais je veux dire, ça n'a rien à voir avec certains quartiers. Comment est-ce qu'on peut voter Front National ici? Pour moi, je pense que c'est plus
rejet. Il n'y a pas d'adhésion au Front National, vous pensez? Il y a plus un rejet des autres partis? Oui, ça j'en suis convaincu. Mais c'est terrible. Pour revenir sur Clarisse Desmonts, est-ce que vous avez fixé un calendrier alors pour... Écoutez, je pense que ça sera c'est en discussion, en tout cas. Oui, c'est en discussion. Je pense que ça après la présidentielle. Ça sera en mi-temps. Le département a lancé il y a quelques mois les assises de la ruralité, puisqu'on le sait, vous portez la voix du Sud-Yvelines, donc le monde rural. Est-ce que vous étiez favorable à ces assises? Est-ce que c'est vous qui avez porté ce projet? Qu'est-ce que vous en pensez de ce projet, de ces assises de la ruralité qui ont été lancées il y a plusieurs mois? Ce n'est pas du tout moi qui ai porté ce projet. Moi, vous savez, le président du département, Pierre Bédier, me considère comme un conseiller départemental de base. C'est-à-dire que je n'ai aucune responsabilité. Donc c'est très bien, ça me donne une liberté absolue. C'est-à-dire qu'il n'est pas venu vous voir, vous l'élu du Sud-Yvelines, pour évoquer au moins le sujet? Non, le sujet a été envisagé et moi je n'ai pas du tout été associé à cette affaire, en tous les cas pas plus que les autres conseillers départementaux. Ce n'est pas moi qui porte ce sujet. Les assises de la ruralité, j'ai émis des réserves pour ma part dès le départ. Pourquoi? Parce que je ne crois pas qu'il en sorte grand-chose. En tout cas, l'objectif, justement, c'est d'en ressortir les besoins, les enjeux du monde rural pour ensuite peut-être influencer les politiques du département. Cher monsieur, oui, mais de toute façon, c'est l'objectif annoncé. Il va sortir quelque chose. De toute façon, il faut bien qu'il sorte quelque chose. Mais vous savez, quand on est conseiller général départemental depuis 30 ans, et les autres conseillers départementaux, il n'y a pas que moi qui suis conseiller départemental rural depuis un certain nombre d'années, nous connaissons bien notre terrain. Et nous savons très bien que les grands problèmes qui se posent aujourd'hui... C'est lesquels, justement? Je vais vous poser la question. C'est la fibre, c'est les transports. C'est ce qui ressort de l'enquête qui a été menée. 51% des gens interrogés répondent les transports, les déplacements, et après, très loin, 17% le haut débit. Oui, mais vous voyez, je ne l'ai pas. Il n'y avait pas besoin de faire des assises, finalement. Il faut juste appliquer ce que vous disiez. Et puis... Écoutez, honnêtement, je ne savais pas. C'est sur le site du conseil départemental. J'invite chacun à regarder. Vous avez regardé, moi je n'ai pas regardé, j'en sais rien, mais je sais très bien que ce sont les sujets. Donc est-ce qu'on avait vraiment besoin vous savez, moi je n'aime pas tromper les gens. Donc là, leur donner une espérance. Vous nous parlez d'enfumage un peu. Écoutez, une opération de communication. C'est vous qui le dites. Oui, c'est une opération de communication. Moi, ce que je veux maintenant, c'est des choses concrètes. Et ce que je voudrais, c'est que l'eau débit soit dans notre territoire de façon importante et que le transport, enfin, on fasse quelque chose. Du coup, vous n'êtes pas écouté sur ces sujets-là. En tout cas, les conseillers départementaux du Sud-Yvelines, vous n'êtes pas forcément écoutés sur ces sujets-là. C'est difficile de toute façon parce que toujours les ruraux, nous sommes beaucoup moins nombreux que les urbains et nos problématiques ne sont pas les mêmes que celles des urbains. Donc voilà, et pourtant nous sommes très attachés. Et pourtant, vous savez, la solidarité, moi j'y crois beaucoup. Vous parliez, quels sont les sujets qui m'ont fait plaisir? Vous m'avez pris un peu à chaud là. Ce qui m'a fait vraiment plaisir de mener, c'est la solidarité intercommunale. Moi, je crois dans la solidarité entre les hommes. Il ne peut pas y avoir de vie en paix s'il n'y a pas de solidarité entre les hommes. Contre Mantes. Et voilà. Mantes-la-Jolie, non, mais je veux dire, j'ai joué beaucoup pour faire la solidarité entre les petites communes et la commune centre. Maintenant, il y a une communauté d'agglomération qui marche très bien dans le Sud-Yvelines. Et ça, c'est un vrai sujet. J'en suis au début de l'histoire de cette affaire. Et ça, j'ai une certaine fierté de l'avoir fait. Voilà. Donc, je crois à la solidarité entre les hommes et la solidarité entre les collectivités territoriales. Quand on parle de ruralité, on pense également à l'agriculture. Le monde agricole est en crise, vous le savez, depuis des semaines. Endettement, charges élevées, prix faibles. Comment répond-on aujourd'hui, selon vous, à cette crise qui dure maintenant, en fait, depuis des décennies? Parce que c'est une crise qui revient tout le temps. Absolument. C'est une crise pour laquelle les responsables politiques de droite comme de gauche ont une responsabilité énorme. On a dans la période des Grandes Glorieuses et ensuite on était dans l'euphorie. Donc la PAC était là pour arroser, pour donner des subventions, etc. Et même les agriculteurs l'acceptaient. Vous savez, j'ai été pendant presque 10 ans à la Caisse nationale du Crédit Agricole et je m'occupais du conseil d'administration de la Caisse nationale du Crédit Agricole. Donc j'étais tout à fait au cœur de la politique agricole de notre pays. Et en fait, à ce moment-là, tout le monde était heureux. Il y avait les subventions qui tombaient, on faisait des prêts bonifiés, tout ça allait très bien. Et puis au bout d'un moment, on a tellement étranglé on les a entraînés vers la consommation aussi, après avec des équipements, de la surproduction, des
des fermes qui étaient de plus en plus importantes, du matériel de plus en plus cher. On les a entraînés à s'endetter et les subventions ne répondaient pas véritablement à la totalité de leurs besoins. Et petit à petit, ils se sont sentis complètement marginalisés. Donc je crois qu'il y a un problème européen, un problème international. Je parlais des relations avec la Russie, qui ont des conséquences très directes sur notre vie agricole. Il y a aussi il y a un embargo, c'est ça sur le... Oui, c'est ça. Il y a un embargo vis-à-vis des produits, vis-à-vis de la Russie, qui empêche des débouchés réciproquement, ils font la même chose. Absolument, absolument. Et puis, alors donc, outre l'Europe, les politiques, il y a aussi une question de dignité de la personne humaine. C'est-à-dire que une crise morale. Voilà, une crise morale. Du reste, vous avez vu, c'est la profession où il y a le plus de suicides. C'est terrible de penser ça. Et du reste, ça, on le sait. D'ailleurs, vous le voyez, vous, dans le Sud Yvelines, ce genre de situation? Écoutez, pour des l'instant, agriculteurs viennent vous... Oui, heureusement, on n'a pas trop de suicides pour nous. Mais... Moi, je ne parlais pas forcément du suicide, mais des problèmes du monde agricole. Dans le Sud Yvelines, vous le ressentez? Oui, bien sûr, mais on le ressent, mais sans doute beaucoup moins qu'en Bretagne, dans les pays d'élevage. C'est certain. Mais moi, vous savez, quand je me suis présentée à l'élection présidentielle en 2002, c'était la période de la vache folle. Et donc, j'étais amenée à aller dans toute la France. Et donc, j'ai rencontré des agriculteurs, des éleveurs, pour lesquels il a fallu tuer tout le cheptel. Mais ces hommes, ils étaient... Là, ils se suicidaient. Ils étaient détruits. Parce qu'une vache, c'est pas n'importe quoi. Une vache, c'est le résultat de toute une vie. C'est de parents, de grands-parents, les races, le respect de la race. Et tuer son cheptel, c'était se tuer. Et donc, là, il commençait à rentrer une crise morale très importante. Donc, si vous voulez, comme toujours, la France, elle a une origine rurale, même si elle n'est plus très rurale. Ce qui touche au monde agricole, et l'état d'esprit dans lequel est l'agriculture dans notre pays décline l'état d'esprit dans lequel nous nous trouvons. Nous sommes aujourd'hui... Vous dites que les agriculteurs sont... Finalement, la crise que traverse l'agriculture et les agriculteurs est annonciatrice Elle n'est pas annonciatrice, elle reflète. Elle dit ce que la France ne dit pas. Et la France, elle est en détresse en ce moment. Elle est en inquiétude. Elle est en tristesse. Eh bien, c'est le monde agricole qui l'exprime aujourd'hui et qui le fait jaillir. Les autres, on dit rien, on vit à peu près avec ce qu'on a, on fait ce qu'on peut, on est malheureux, parce qu'il y a beaucoup de gens malheureux dans notre pays, mais on le cache. Les agriculteurs, ça y est, maintenant, ça sort. Mais ils sont à l'image de la situation de notre pays. Alors quelques chiffres pour informer les auditeurs. Les terres agricoles représentent 39% du territoire des Yvelines, du territoire total des Yvelines, et on compte un peu moins de 1000 exploitations sur le département. Abordons désormais un autre sujet, le dernier avec vous, important pour le département, c'est le projet de fusion entre les Yvelines et les Hauts-de-Seine. Un projet porté par les deux présidents, Patrick Devedjian pour le 92 et Pierre Bédier pour le 78. Vous êtes farouchement opposés, vous êtes même, on va dire, l'opposante numéro 1 avec Yves Vandeval, autre conseiller départemental. Pourquoi ? D'abord pour un problème de communication. Parce que nous avons été mis dans le fait accompli. On n'a pas du tout été au courant de la démarche. Et je ne peux pas croire qu'un matin, M. Bédier et M. Devedjian se soient réveillés en se disant « Tiens, ça serait pas mal qu'on se marie tous les deux ». Je ne le crois pas. Quand nous avons fait... Ce serait sur un mariage pour tous, là. Oui, mais vous savez, c'est ce que disent les habitants d'ici. C'est ce que les habitants disent d'ici. Hein. Bon, enfin bref. Et du reste, M. Bédier l'a entendu l'autre jour. Il est venu voir les maires à la suite de cette bronca. Et les maires le lui ont dit. Pas de communication, du coup. Pas de communication. Pendant la campagne électorale, jamais il n'a été question de cette fusion. De ce rapprochement, même de ce rapprochement. Il y a moins d'un an, du coup. Eh ben oui, donc nous, si vous voulez, devant nos électeurs, mais c'était impossible de leur faire croire qu'on n'était pas au courant. Mais c'est la vérité. On a été mis devant le fait accompli. Les gens vous en parlent aujourd'hui ? Ah ben bien sûr qu'ils nous en parlent. Bien sûr qu'ils nous en parlent. Bien sûr. Allez dans les Qu'est-ce qui les inquiète ? Ben écoutez, quel est le point commun entre notre territoire rural
Vous avez rappelé l'importance des terres agricoles dans le département des Yvelines, et puis le Valois-Perret, par exemple. Franchement... On peut imaginer là aussi une solidarité. Vous l'avez dit, vous êtes pour la solidarité avec des communes urbaines. Mais nous ne pensons pas du tout que cette solidarité, il faut qu'elle soit construite. Elle peut exister. Encore une fois, j'ai dit, je ne sais pas si je suis pour ou si je suis contre. Je suis contre la façon avec laquelle on développe ce projet. Ça ne peut pas être sans conséquence. Vous savez que l'établissement public que nous... Vous dites que c'est un dossier qui n'est pas travaillé, en gros. Il est peut-être travaillé, mais entre deux têtes, mais pas les autres. Et nous, on nous demande de voter sans savoir quel est l'objectif. Quand j'ai posé la question, la seule fois où j'ai pu poser une question, c'était en décembre à l'Assemblée départementale des Yvelines pour savoir, on était en train de discuter du projet d'orientation budgétaire. Et le président Bédier nous disait la richesse des Hauts-de-Seine et nous, notre pauvreté, qui est du reste relatif par rapport à d'autres départements. C'est sûr qu'on n'est pas dans une situation facile, mais enfin, on est quand même moins malheureux que d'autres départements. Et donc, j'ai demandé au président, en séance publique, Monsieur le Président, pouvez-vous nous dire pour quelles raisons les Hauts-de-Seine veulent venir avec nous, puisqu'ils sont riches et nous sommes pauvres? Et la réponse du président était de me dire, mais parce qu'eux n'ont pas d'espace et nous en avons. Alors, je peux vous dire que ça m'a fait plutôt froid dans le dos, plutôt que de me rassurer. Parce que nous, ici, nous n'avons pas l'intention de voir les villes champignons se développer chez nous. Mais ce n'est pas uniquement pour nous. C'est parce que le département des Yvelines, qui a une image plus positive dans l'opinion que celui des Hauts-de-Seine, quand vous allez n'importe où, vous parlez dans votre famille des Yvelines, à quoi pense-t-il? Il pense à Versailles, au château, il pense aux forêts, il pense aux beaux paysages. Et c'est justement cette image-là qui donne une attractivité économique pour que les entreprises viennent s'installer sur notre territoire. Donc si nous ne gardons pas l'identité rurale et forestière du département des Yvelines, nous serons beaucoup moins attractifs sur le plan économique. Donc c'est pas les Hauts-de-Seine qui vont nous apporter ça. Qu'est-ce que vous répondez au président qui dit que aussi c'est pour s'intégrer dans la métropole du Grand Paris, pour en faire partie, et que si les Yvelines n'est pas dans le futur Grand Paris, enfin la métropole, alors les Yvelines seront hors jeu, et ce sont ces mots. Il dit même que les Yvelines crèveront. C'est ce qu'il a dit lors du dernier conseil départemental. Oui, je sais. Bon, écoutez, on a une analyse totalement différente de tous les deux. Là, c'est des plans sur la comète. Il nous a dit très clairement que tout... ça serait un peu compliqué à vous expliquer parce que c'est une affaire politique C'était en groupe, 4-5 bandes, ça a été dit. Il faut savoir que il y a le Grand Paris, la métropole, et puis la Hauts-de-Seine. Les Hauts-de-Seine n'avaient pas envie d'être mangés dans la métropole et s'est rapproché des Yvelines pour dire comme ça, pour faire un contrepoids. C'est la raison. Et les Yvelines se sont dit, pour des raisons, je ne sais pas lesquelles, pourquoi pas. Cela dit, maintenant, c'était à l'époque où la métropole, elle était dirigée par quelqu'un de gauche. Mais maintenant, c'est quelqu'un de droite. Donc, on se trouve les uns contre les autres dans le même camp. On a une situation politique complètement absconne. Et là, on nous dit, mais tout ça, ça va changer parce qu'en 2017, M. Hollande sera pas président, ça sera la droite qui passera. Moi, j'en sais rien du tout si ça sera la droite qui passera. J'en suis absolument pas persuadée. En tous les cas, ce que je pense profondément, c'est que pourquoi pas une alliance avec le 92, à condition que nous connaissions les objectifs. Et pour l'instant, nous ne les avons pas, ces objectifs. Nous ne les comprenons pas. Et je peux vous dire que la réunion qui a eu lieu entre le président et les maires a été quand même forte. Houleuse. Houleuse, je ne dirais pas houleuse, parce que nous sommes des gens bien civilisés. Même si nous sommes des ruraux et des bouseux, nous sommes civilisés. Mais ça a quand même été... Une dernière question sur l'argument de la mutualisation des moyens. Pour faire des économies, on mutualiserait nos moyens, nos équipements, et on ferait des économies, ça ferait de l'argent pour investir ensuite. Ce que je n'accepte pas, c'est qu'on ne veuille pas nous dire que c'est une fusion. Alors que c'est une fusion qui est en cours. Il a dit que c'était pas, en tout cas, pas acté définitivement. Oui, c'est pas acté définitivement, mais on y va. On pourrait revenir en arrière si jamais... Sinon, il n'y a aucun sens. Il n'y a aucun sens. Vous voyez, les sapeurs-pompiers, déjà,
Alors là, on nous a parlé, parce que ça, c'est plus facile. On vous parle des handicapés, on va mutualiser. Ça, c'est l'affectif, le sentimental. Donc, effectivement, on ne peut pas faire autrement. Et moi, bien sûr, je demande qu'on puisse trouver des places pour les personnes handicapées. Donc, on nous donne ça. Et le deuxième, c'est l'archéologie. Alors, ça fait peur à personne, cette histoire-là, vous comprenez ? Mais on sait très bien qu'avec cet établissement public, qui a été créé au mois de février, au début de février, par une séance exceptionnelle, qui a été faite en plus, sans aucune explication, nous savons très bien qu'il y aura des conséquences partout. Et je sais, par exemple, que les pompiers, dans le cadre de la mutualisation, il y a actuellement, mais personne n'en sait rien, je le sais par la bande, qu'il y a actuellement des rapprochements entre les sapeurs-pompiers du 92 et du 78. Le seul problème, c'est que les uns sont militaires et les autres sont civils. Donc il faut... Lesquels sont militaires ? Je ne sais pas, c'est l'un des deux, je ne sais pas. Je pense que c'est les Hauts-de-Seine. Je pense que ce sont les Hauts-de-Seine. C'est ceux des Hauts-de-Seine. Oui, ce sont des Hauts-de-Seine. Bon, mais de toute façon, il faut que les statuts, vous voyez bien, si on veut mutualiser, ça a des conséquences, mais pour tout le monde. Donc pourquoi est-ce qu'on ne veut pas dire qu'il s'agit d'une fusion ? Voilà. Vous pensez qu'on peut faire machine arrière ? Ce sera ma dernière question. Est-ce que vous pensez qu'on peut faire machine arrière ? Est-ce que vous pouvez peser aujourd'hui dans le débat pour faire machine arrière ? Oh, écoutez, je n'en sais rien. C'est votre objectif, en tout cas. La vérité est que la réalité s'imposera, et la réalité de toute cette affaire-là est une réalité purement politique. Purement politique. C'est-à-dire ? Purement politique. Je vous ai dit, le circuit à 3 bandes. Si politiquement c'est pas vivable, ça n'ira pas jusqu'à la fusion. L'hebdo politique, Nicolas Kirillovitz. C'est la fin de cet hebdo politique. Merci Christine Boutin d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes conseillère départementale et présidente d'honneur du Parti chrétien-démocrate et aussi l'auteur du livre, on l'a vu, Les insolences de Christine Boutin aux éditions Jacques-Marie Lafont. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur radiosensation.fr. Bonne soirée et bonne semaine à tous à l'écoute de Sensation. L'hebdo politique sur Sensation.